Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire consacré à la Power Platform de Microsoft. C'est l'une des plateformes les plus populaires pour la création d'applications d'entreprise et nous sommes ravis de vous présenter aujourd'hui les nombreuses possibilités qu'elle offre. Donc, pour un petit rappel, la Power Platform, c'est un ensemble d'outils qui permet aux entreprises de créer des applications personnalisées, des flux de travail automatisés et des rapports avancés. Donc, voyons voir ce qu'on a prévu à l'agenda aujourd'hui. Dans un premier temps, on va vous présenter la famille Power, comme on aime l'appeler chez MS Solutions. Ça va vous permettre de mieux vous situer sur les différentes applications qui composent la Power Platform et on va ensuite vous proposer un zoom sur Power Apps et Power Automate pendant lesquels on va vous présenter des exemples concrets d'utilisation de ces deux outils. Ensuite, nous verrons comment se déroule un projet de l'idée à la création en vous présentant les différentes étapes. Et comme d'habitude, on va se réserver un petit moment pour les questions. Ces outils vont permettre aux utilisateurs de créer eux-mêmes leurs fonctionnalités avec ce qu'on va appeler du low-code. Le low-code n'est pas de ne pas avoir de code, mais d'avoir des blocs, un peu comme un ensemble de blocs Lego qu'on va jumeler pour créer une application dans Power Apps ou qu'on va, encore une fois, dans Power Automate, même concept, on a des blocs, des cases qu'on va mettre dans différentes configurations pour créer un automatisme. Et ces blocs-là vont pouvoir s'agencer encore à plus grande échelle en jumelant deux applications, deux outils. Donc, par exemple, on peut faire travailler un Power Apps en conjonction avec un Power Automate, par exemple, et même avec un Power Page. Donc, c'est pourquoi les applications sont illimitées. On est limité, en fait, par l'imagination que l'on a à mettre ces blocs ensemble. L'objectif ici de Microsoft, c'est d'amener l'innovation plus proche des gens qui sont dans l'action, des gens qui voient un besoin dans l'entreprise qui n'est pas nécessairement couvert par le ERP, le CRM, le MRP ou peu importe quel outil spécialisé. Et on ne veut pas investir des tonnes d'argent pour adresser ce besoin. Donc, on laisse les gens qui sont proches de l'action arriver avec une solution et la modéliser dans la suite d'applications Power pour faire une petite application qui va venir sauver des coûts à l'entreprise. Dans la prochaine page, on va regarder les 5 outils que l'on présente, qu'on survole aujourd'hui, dans lesquels on ira plus en détail. On ira plus en détail avec Power Apps et Power Automate dans notre présentation d'aujourd'hui. Power BI est une application d'analyse de données. Donc, elle permet de se connecter à des bases de données, soit à l'interne de votre entreprise, soit dans le cloud, ou soit des bases de données externes de d'autres entreprises, à la limite, pour aller chercher de la donnée et faire des tableaux d'analyse pour en sortir des rapports, des indicateurs. Power BI a sa spécialité en soi. On frôle ce qu'on va appeler l'intelligence d'affaires. C'est un domaine en soi qui est très complexe. Et Power BI a son propre centre d'administration. Donc, il n'est pas mélangé avec les autres outils de la famille Power qui, eux, sont sur le centre d'administration de la Power Platform. Power Apps est une application qui permet de créer des interfaces utilisateurs. Donc, c'est surtout pour l'interface, la saisie de données. Et une fois qu'on a saisi la donnée, on va la déposer dans différents contenants, différentes tables, différentes bases de données. Ces contenants peuvent être une liste SharePoint, peuvent être Dataverse, qui est un autre emplacement de liste qui nous est offert avec Power Apps, ou une base de données SQL ou peu importe quelle autre base de données sur Azure ou ailleurs que vous voulez utiliser. Très versatile comme interface. Power Virtual Agent va permettre de créer ce qu'on appelle les chatbots dans le métier. Ce sont des outils. Des fois, vous arrivez sur un site de transactionnel, vous avez un petit écran là, qui vous dit, bon, voulez-vous discuter avec quelqu'un, un agent? Souvent, c'est un chatbot qui est là et qui est automatisé, qui répond qui interface avec l'utilisateur sur quelques questions avant de passer la balle à un agent réel, une personne réelle ou ChatGPT. Donc, avec Power Virtual Agent, vous pouvez créer ce genre d'application au sein de votre entreprise. Donc, ce serait par exemple un groupe de support TI qui voudrait automatiser des interactions avec leurs utilisateurs. Power Automate, qu'on verra plus en détail, va faire la colle entre plusieurs applications et va créer des automatismes. Donc, sur un élément déclencheur, exemple réception d'un courriel, on va faire une action sur une autre application. Donc, on va le voir aussi en détail tout à l'heure. Je vais réserver ce volet avec Vincent. Power Pages est le petit nouveau méconnu
qui vient remplir un flou qui existait avec SharePoint. SharePoint est un outil de page, on a une navigation web, on a les web parts, les pages qui sont incluses, mais c'est avant tout un outil de gestion documentaire. Lorsqu'on voulait avoir des sites web un peu plus étoffés à l'interne de l'entreprise, et là, attention, ça ne remplace pas le site web externe, ce n'est pas la vitrine externe, mais à l'interne ou un extranet, on veut ouvrir peut-être une portion de notre site à des fournisseurs ou à des clients. SharePoint pouvait faire le travail, mais n'était pas adapté. Power Pages vient combler ce besoin, où on a vraiment une plateforme 100% web, où on peut, avec des web parts, créer de façon simple, low-code, des sites, et on peut jumeler l'interaction avec l'utilisateur. Exemple, ça peut être un site où on vient, un portail où nos clients viennent et ont plus de données encore que ce qu'on aurait sur notre site externe. Donc, c'est en développement, mais c'est très bien connecté avec les autres outils de la famille Power. Maintenant, faisons un zoom sur notre application Power Apps. Donc, on va voir Power Apps et Power Automate. Power Apps, on passe à la prochaine page. Selon Forrester, et là, je suis dans le coin inférieur droit de la présentation, on a potentiel de retour sur investissement de 140% si on investit dans une application Power Apps dans notre entreprise, ce qui veut dire on se crée une propre application qui vient combler un besoin. Oui, mais il faut bien choisir ces applications. Si on prend une application qui a très peu d'utilisation, le gain ne sera pas au rendez-vous. Si on prend une application qui est utilisée chaque jour par plusieurs individus, là, oui, vous aurez des gains substantiels. Donc, bien choisir ce que vous voulez convertir en application maison ici. L'application va surtout être utilisée pour la collecte de données de terrain et le traitement de ces données rendues au bureau. Donc, on peut avoir une application mobile, tout comme une application de desktop. Je passerai tout de suite à la prochaine page Cheyenne pour regarder les grandes familles d'applications qu'on revoit, qu'on retrouve. Donc, par exemple, si on commence avec celle de gauche, la gestion d'un service interne. Je vais prendre l'exemple d'une équipe TI qui est à l'interne d'une entreprise qui a besoin d'avoir un petit système de demande. Donc, on pourrait l'utiliser avec Power Apps. Et derrière le Power Apps, il y aurait peut-être des listes SharePoint. Un autre exemple, on est une entreprise qui a plusieurs succursales à travers le Québec et offre un service probablement de maintien des établissements ou de support à distance. Encore une fois, on peut créer une application Power Apps qui va répondre à ce besoin. Le Power Apps ici ne vient pas remplacer un outil métier existant, mais vient combler un besoin qui n'est pas là et souvent se fait par courriel et qui est un peu non structuré. Dans la case orange, on a de la gestion d'actifs. On verra un exemple très concret avec Vincent tout à l'heure où on a un entrepôt sur lequel ou dans lequel on veut effectuer l'inventaire avec une application Power Apps qui est sur un appareil mobile. Nous pouvons, avec la caméra, lire un code barre et ainsi automatiquement savoir, OK, voici quel est l'inventaire, l'élément que je regarde. Et ça me dit, j'en ai combien en inventaire. Je peux vérifier si l'inventaire est bon et le corriger immédiatement via l'application. Donc, ce sera un exemple. Ou sur une flotte de véhicules, si on a des codes barres sur les véhicules ou des codes QR, peu importe, on peut lire, bon, quel est ce véhicule et on peut tout de suite dire, OK, je fais la maintenance du véhicule et là, je peux noter des choses à faire pour la prochaine maintenance de ce véhicule. La case bleue, gestion de dossier, on imagine qu'on est un ordre professionnel et on a une plainte. Donc, de la plainte à la résolution de la plainte, on pourrait se créer avec un Power Apps notre processus à nous pour prendre la plainte du client ou de la personne et de la traiter, de voir toutes ces étapes jusqu'à la résolution. Donc, on va modéliser le cycle de traitement d'un dossier dans Power Apps. Saisie de données sur le terrain, notre case jaune, encore une fois, on va juste revenir un petit peu plus haut. S'il te plaît. Oui, parfait. Donc, la case jaune est rapidement, parce que ça aussi, on a un exemple, avec un appareil mobile sur un chantier, sur le terrain, je suis en train de faire une intervention. Je fais par exemple, je prends des mesures de portée de fenêtre et là, je pourrais prendre des photos des fenêtres et prendre des mesures à même l'outil. Dans un chantier, je serais mis au fait d'une non-conformité.
Donc, à même le chantier, je peux tout de suite documenter ma non-conformité avec mon mobile, prendre des photos si nécessaire, parce que l'outil peut utiliser la géolocalisation de l'appareil, ainsi que l'appareil photo et d'autres outils que l'appareil nous offrirait. Et toutes ces données se retrouvent immédiatement, si vous avez une connexion Internet, bien sûr, au bureau où le traitement peut être effectué par les gens de l'administration. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Vincent, qui va aller plus en détail dans certaines applications que nous avons conçues, développées et livrées à notre clientèle. Ouais, on va aller à la prochaine slide. Le premier exemple qui est une application qui fonctionne sur mobile, comme on peut voir dans la capture d'écran là, c'est une application de registre des visites qui répond aux besoins suivants, c'est-à-dire une location doit tenir un registre des visiteurs et des détails sur ces derniers. Donc, ce qu'on peut voir dans cette application-là, c'est une espèce de formulaire qui offre plusieurs champs pour aider à identifier le visiteur et enregistrer des informations sur différents détails qu'on aura besoin de savoir à son sujet, qui permettrait aussi d'avoir une historique des visites de ce visiteur-là, et qui permettrait d'avoir des données vraiment intéressantes sur les visites puis sur les types de visiteurs qu'on accueille. Et à terme, permettrait aussi d'en retirer une intelligence d'affaires qui nous permettrait d'avoir de rendre nos processus un peu plus efficaces et plus intéressants. Côté de l'interface ici, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a des contrôles qui aident vraiment à l'entrée de données avec des choix prédéfinis, des listes déroulantes qui ont des options qui proviennent de notre base de données. Pour l'entrée de données rapides, on a des icônes qui sont facilement reconnaissables et en utilisant des symboles comme ça, c'est super intuitif pour n'importe qui de faire l'entrée des données. Puis ça réduit la friction dans l'entrée de données, ce qui est de nos jours une grande force d'avoir beaucoup de données, donc c'est important d'en faciliter l'enregistrement. Je crois que c'est ça pour cet exemple-là. Deuxième exemple, on a l'exemple justement qui se réfère à ce que Stéphane disait tantôt, l'inventaire d'entrepôt. Ce qui est particulier avec cette application-là, c'est qu'il y a aussi une fonctionnalité de scan de code barre. Donc, on peut aussi utiliser la caméra de l'appareil mobile à ce moment-là pour scanner un code barre. Si on est dans un entrepôt, on se retrouve directement devant un produit quelconque, on veut l'identifier, on veut avoir plus d'informations sur le produit, sur la quantité qu'on a, son statut, quoi que ce soit. Si on veut potentiellement refaire la commande, peu importe, tout est possible à partir de cette application-là qu'on peut traîner avec nous lorsqu'on se promène dans l'entrepôt. On a besoin de faire l'aller-retour avec un poste fixe. Encore une fois, une interface assez simple, assez facile d'utilisation, permettant d'avoir un accès très rapide à l'information lorsqu'on en a besoin. Est-ce que ça fait le tour pour celle-là aussi? Troisième exemple, on tombe sur un exemple d'application qui a été développée dans le but de la consulter sur un ordinateur et non sur un appareil mobile. Donc, on voit le format est différent déjà là. C'est un formulaire de demande de support TI, donc le besoin, c'est de recevoir ou de créer des demandes lorsqu'on a un problème à l'intérieur de notre compagnie, si on a un bug avec quoi que ce soit, n'importe quel système. On sait qu'on a plusieurs systèmes souvent qui nous aident à faire nos opérations au quotidien, puis il peut arriver qu'il y ait des problèmes avec ces outils-là. Ce qu'on veut essayer de maximiser, c'est le temps où on est productif. Donc, dès qu'il y a des problèmes, on veut les capter le plus rapidement possible et les résoudre le plus rapidement possible. C'est ce que cet outil-là vient offrir comme solution. On a différents champs qui permettent d'identifier la demande, qui permet d'ajouter des images pour supporter ce qu'on reporte comme problème.
acheter des pièces jointes si nécessaire, catégoriser les demandes. Ça se peut que notre demande s'en aille à différents départements selon sa nature. Ensuite de ça, cette demande-là est envoyée au bon destinataire, puis peut être réglée dans un délai le plus bref possible. Je pense que ça fait le tour aussi pour celle-là. Ici, on a encore une application qui se laisse consulter sur un ordinateur. C'est un système de gestion de billets pour gérer les tâches qu'on assigne à une personne X ou à un département X. Ici, on a une interface un peu plus complexe avec beaucoup plus de contrôles différents. On voit qu'on a des boutons dans la partie gauche, une espèce de menu qui va s'ouvrir comme ce qu'on connaît sur une application mobile ou sur une application de iPad, parce que les applications dans ces formats-là sont aussi disponibles sur tablette. Donc, c'est une application qui permet l'affichage, la création, la modification, l'assignation, la suppression des billets, tout ce qui a rapport avec la gestion des billets, permet de trier et de filtrer les billets pour avoir un accès plus direct et plus rapide à ce qu'on veut réellement avoir. Un élément intéressant de ça aussi, c'est que grâce à la gestion des droits d'accès qu'il y a derrière avec l'environnement Microsoft, on peut avoir une confidentialité interdépartementale qui est vraiment respectée à tous les niveaux, là. Lorsqu'on crée des billets jusqu'à lorsqu'on les consulte, là, qui a le droit de les voir, qui a le droit de poser des actions sur ces billets-là, tout ça est géré dans un environnement cohérent du début à la fin. Et puis, je crois que c'était tout ce que j'avais sur cet exemple-là aussi. C'est bon, merci Vincent. Donc, ce que je comprends, quand on développe ou qu'on conçoit avec Power Apps, on pense en termes d'interface. Donc, quelle interface on veut présenter à l'utilisateur, quelles données on invite l'utilisateur à saisir quand on veut aller chercher de la saisie de données. Et d'un point de vue de traitement de données, quelle interface on veut utiliser et quel genre de traitement on veut que l'utilisateur en fasse. Donc, on pense en termes d'interface. Pour ce qui est de Power Automate, c'est différent parce que Power Automate n'a pas tellement d'interface. Si on va sur la prochaine page, si nous zoomons sur Power Automate, qui est notre deuxième grande application qu'on veut regarder aujourd'hui, Power Automate fait la colle entre des outils qui ont déjà leur interface. Donc, par exemple, entre un Power Apps qui veut aller se connecter ou activer des changements vers une autre plateforme. Je vais reprendre un autre exemple plus concret qu'on va revoir, je crois, tout à l'heure, entre un formulaire Forms qu'on complète et qui va venir entrer la donnée dans une liste SharePoint ou dans une base de données Dataverse. Donc, on va au-delà de l'application native que Microsoft vient de concevoir. Microsoft conçoit un Forms. Et bien sûr, quand on fait le tour de l'application, on se dit toujours pourquoi ils n'ont pas fait ci, pourquoi ils n'ont pas fait ça. Ils ne peuvent pas tout faire. Et là, Microsoft s'est dit, bon, au lieu d'essayer de tout faire, on va donner les outils aux gens pour qu'ils le fassent eux-mêmes. Et c'est là que vient en jeu Power Automate. On prend Power Automate, on connecte Forms et on le connecte à autre chose pour faire ce qu'on désire. Donc, on a deux éléments, l'élément déclencheur et l'action. Power Automate a un plus grand gain au niveau de l'entreprise. Encore une fois, sur les données de Forrester, 199% de retour sur investissement. Et bien sûr, on vient réduire l'erreur humaine de 27%. Si on automatise, bien sûr, des segments de processus qui sont fortement utilisés. Encore une fois, si on automatise quelque chose qui est utilisé une fois par année, probablement que ce n'est pas un bon choix. Ciblez vos éléments, je dirais, récurrents et à fort volume, et vous allez avoir un gain important sur l'automatisation de ces éléments. Parle-nous davantage, Vincent, de la notion de déclencheur versus action. Ouais, alors qu'est-ce que c'est un Power Automate? En général, ça commence toujours par un déclencheur. Puis qu'est-ce que c'est un déclencheur? C'est qu'est-ce qui va faire en sorte que notre logique qu'on va programmer à l'intérieur de Power Automate va être exécutée. Ça peut se passer à différents moments.
on a les exemples ici de la réception d'un courriel ou la réception d'une réponse à un formulaire Forms. La création ou la modification d'un élément d'une liste ou d'une bibliothèque SharePoint. Lorsqu'on est déjà dans SharePoint, on va créer un élément ou modifier un élément, ça va déclencher un flux. C'est aussi possible d'intégrer Power Automate à l'intérieur d'une application Power Apps. Lors d'un clic sur un bouton, par exemple, dans l'application. Donc, c'est vraiment deux éléments, Power Apps et Power Automate, qui peuvent jouer en équipe là, à ce moment-là, pour donner des solutions vraiment intéressantes. Lorsqu'on a besoin d'avoir quelque chose qui s'exécute sur une fréquence donnée, ben, c'est possible de le faire aussi. Par exemple, chaque vendredi, chaque jour, chaque minute même, tout dépendant de la complexité du flux qu'on veut exécuter, c'est possible d'aller à une fréquence assez rapide. Et un autre exemple, c'est au clic d'un bouton dans l'interface SharePoint. On sait qu'on peut avoir des boutons dans l'interface native de SharePoint au-dessus d'une liste ou au-dessus d'une bibliothèque. Et là, c'est possible d'en ajouter des personnalisés qui vont déclencher un flux de notre choix. Une fois que le flux est déclenché, qu'est-ce qui peut se passer? Encore une fois, là, il y a énormément d'options. On en a illustré quelques exemples ici qui ne sont pas non plus qui ne s'excluent pas entre elles. Là. On peut avoir tous ces 6 exemples-là pour être exécutés dans le même flux. Il y a une limite au nombre d'actions qu'un flux peut faire, mais cette limite-là est extrêmement grande. Puis c'est rare qu'on va aller toucher à la limite de ça. Donc, par exemple, on a la création automatique d'une tâche dans Microsoft To Do, l'enregistrement automatique des pièces jointes dans SharePoint, l'envoi automatique de courriels de toutes sortes, la création d'entrées dans un tableur Excel, l'envoi de demandes d'approbation dans le cas où on a besoin d'approuver certaines choses. On va voir un exemple plus concret plus loin. Et là, avec tout l'engouement qu'il y a pour l'intelligence artificielle aussi ces temps-ci, il y a effectivement des connecteurs qui permettent de parler avec ces beaux modèles d'intelligence artificielle-là. Par exemple, des outils de vision par ordinateur qui permettent de lire des formulaires qui ont été ou des documents qui ont été écrits à la main pour les numériser, pour soutirer les informations et les utiliser comme données pour notre intelligence d'affaires par la suite. Donc, ça ressemble à ça. Il y a ces deux parties dans la logique de Power Automate. Comment c'est déclenché, puis ensuite, qu'est-ce que ça fait? On va passer à la slide suivante. On tombe dans les exemples. Le premier exemple, c'est un exemple assez typique de ce qu'on voit souvent comme besoin. C'est un flux Power Automate qui va être déclenché à la réception d'une réponse d'un formulaire Forms qui va potentiellement contenir des pièces jointes. Puis on va s'intéresser à aller enregistrer cette pièce jointe-là dans un dossier, dans une bibliothèque SharePoint, selon une structure donnée. Donc là, ce qu'on a à la gauche de la slide, c'est par exemple, notre formulaire peut contenir des questions comme l'année, le mois, la section, évidemment un endroit pour mettre la pièce jointe, dans une question qui serait une catégorie, par exemple. Et là, lorsque la réponse est envoyée, lui, Power Automate va se déclencher, il va venir exécuter notre logique, qui est de venir se connecter à SharePoint, d'aller voir si la structure de document qu'on s'intéresse à avoir existe déjà. Si elle n'existe pas, on va venir la créer. Ensuite, déposer la pièce jointe au bon endroit, puis appliquer la métadonnée qui a été sélectionnée, par exemple, ici dans la question catégorie. Donc, on va se retrouver avec une bibliothèque SharePoint qui va avoir une arborescence de fichiers, de dossiers comme ça, avec les métadonnées. Tout ça provient d'une simple réponse à un formulaire Forms qui a des choix de réponse dans les questions même potentiellement, donc qui permet d'avoir une organisation de données super propre, et ça très facilement en limitant les erreurs d'inattention ou les erreurs humaines dans ce genre d'activité-là d'organisation. On peut passer à l'exemple suivant. Deuxième exemple, c'est l'exemple de demande d'approbation. Là, ici, il y a pas mal de choses à l'écran, mais on va décortiquer ça un par un. À gauche, il y a les déclencheurs. Là, j'ai mis 2 options ici, soit que c'est à la création d'un élément dans une liste ou à la réception d'une réponse d'un formulaire Forms.
Il faut noter qu'il y a seulement toujours une possibilité de déclencheur pour un forms donné. Donc, c'est un ou l'autre. Le forms, lui, ensuite, qu'est-ce qu'il va aller faire dans ce cas-ci? C'est aller envoyer une demande d'approbation à quelqu'un. Cette personne-là, c'est qui? Ben, comme on est dans l'environnement Microsoft, c'est possible d'aller chercher les informations sur l'utilisateur M365 qui sont enregistrées dans notre profil. Donc là, on va chercher par exemple la personne qui est enregistrée dans le champ gestionnaire. On va aller demander l'approbation à cette personne-là qui va recevoir un courriel ou une notification par Teams. Ensuite de ça, une fois que cette personne-là va répondre, il y a possibilité aussi d'envoyer à une autre personne. Par exemple, on va chercher le gestionnaire de ce gestionnaire-là pour une approbation ultime. Et puis, une fois que les approbations sont données, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Encore une fois, il n'y a pas de limite. On peut envoyer des courriels, on peut enregistrer des données dans SharePoint, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Il y a aussi la fonctionnalité qui est possible de envoyer des rappels après un certain nombre de temps, si jamais il y a des personnes qui ne sont pas très allumées sur leur courriel ou qui en ont trop, justement, ben, on peut envoyer des rappels pour les fonctions qui sont très importantes et critiques pour pas qu'on n'oublie rien, puis pour s'assurer que le processus soit complété dans les délais attendus. Ici, dans l'exemple qu'on a là, on a premier niveau d'approbation, second niveau d'approbation, mais ce n'est pas nécessairement comme ça que ça doit se passer. Si vous avez une organisation qui a une structure différente, c'est aussi possible d'envoyer plusieurs approbations à des gens en parallèle, et soit d'attendre les approbations de chacun avant de procéder, ou d'attendre les approbations d'une seule personne parmi ces personnes-là pour procéder. Donc, on n'est pas limité au niveau hiérarchique. Là. Dans ce cas-là, on peut se coller à peu près n'importe quel type d'organisation, puis faire en sorte qu'il y ait une logique qui fait du sens pour la réalité de l'organisation. Je pense que c'est tout pour cela aussi. Dernier exemple, je crois. L'archivage des courriels ayant trait à un projet dans une bibliothèque SharePoint. Donc, on pourrait dire si on reçoit des courriels dans telle boîte de courriels ou si on reçoit des courriels de telle personne ou sur tel compte, ben, on veut faire en sorte qu'on enregistre ces courriels-là à un endroit précis qui, dans cet exemple-là, va être une bibliothèque SharePoint, encore une fois, pour s'assurer de garder toutes nos informations dans le même environnement. Puis, lorsqu'on reste dans Microsoft, ça facilite les choses, normalement. Donc, là, dans l'exemple qu'on voit à l'écran, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller trier selon le sujet du courriel. Si on a défini une nomenclature en particulier, mais on peut dire, OK, ben, projet 0001, information, ben, ça va aller se trier, ça va aller se déplacer automatiquement dans la structure de dossier suivante, qui va être projet, ensuite P1 pour faire court, puis encore une fois, un peu comme dans le premier exemple, on va faciliter l'organisation de nos documents, qui est souvent quelque chose qui devient problématique à la longue, surtout dans des grosses organisations où tout est un peu pêle-mêle, puis ensuite on a besoin des outils de recherche pour se retrouver, mais plutôt que d'avoir un outil de recherche qui est finalement un plaster à ça, ben, on va aller s'organiser à la source directement pour jamais en arriver jusque-là. Donc, c'est tout pour le dernier exemple aussi. Là, j'ai donné des exemples sur ce qui est possible de faire avec Power Automate, mais c'est loin de couvrir toutes les possibilités de ce que Power Automate peut faire. Il y a pas loin de 1000 connecteurs différents qui se connectent à des applications tierces parties pour faire à peu près tout ce qu'on veut. Puis lorsqu'on ne trouve pas déjà un connecteur qui est programmé pour fonctionner avec Power Automate, ben, c'est possible d'utiliser le fameux connecteur HTTP qui, lui, va nous donner une porte de sortie ou d'entrée, ça dépend comment on le voit, vers à peu près n'importe quoi, du moment où est-ce que le système auquel on s'intéresse a un API avec lequel on peut parler avec une requête HTTP, que ça nécessite des authentifications ou pas. Le connecteur HTTP permet ce genre d'accès-là. Donc, ce qui est intéressant avec ça, c'est que lorsqu'on s'intéresse à avoir un Free Power Automate, ben, on a accès à nos systèmes existants qui ont des données importantes qu'on ne veut possiblement pas quitter, qu'on veut nécessairement pas tout jeter à terre pour recommencer, mais bâtir
là où on est rendu. Donc, on va connecter les systèmes existants plutôt que toujours les repenser dans une boucle sans fin. Donc, c'est vraiment un outil intéressant pour faire parler nos différents systèmes ensemble. C'est tout. Merci, Vincent. Donc, comment on se rend de l'idée à la création? On développe en Power Automate, Power Apps et d'autres types de code intégrés à l'environnement, l'écosystème Microsoft 365 depuis environ 7 ans, 7-8 ans. Si on passe dans notre cycle sur la prochaine page, dans notre cycle de développement qu'on a raffiné avec le temps, ce qu'on trouve le plus adéquat, c'est de faire une rencontre d'idéation avec le client de 45 minutes pour aller chercher, bon, quelle est l'essence de ce qu'on veut réaliser? À haut niveau, quelle est l'idée, quel est le besoin? Et déterminer, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est un projet qui est très gros, petit? Donc, quelle est l'ampleur? C'est la première étape qu'on fait avec le client. Par la suite, si on voit qu'il y a une possibilité, que oui, c'est un projet qui cadre bien dans les outils, on passe à l'étape d'analyse où on va plus en profondeur. Donc, souvent, une analyse d'affaires couplée avec un développeur chez nous va identifier les fonctionnalités qu'on veut mettre en place, les interfaces, est-ce qu'il y en a une interface, plusieurs, la portée du projet et la faisabilité. Donc, des fois, on a des belles idées, mais ce n'est pas nécessairement simple à exécuter. Et en discutant avec nos spécialistes, on est arrivé à vous aiguiller vers des façons simples d'exécuter ce que vous voulez faire. Parce que les premières fois, on pense trop complexe. Et les outils sont faits vraiment pour aller du plus simple possible pour permettre de faire des petits segments sur lesquels on va bâtir. Troisièmement, conception. Donc, souvent, dans l'analyse, on fait un petit peu de conception. Quand on conçoit plus en détail, on détermine, OK, quels sont nos choix technologiques. On a besoin de quel type d'emplacement pour les données, combien de données on collecte, où on va les mettre, qui a accès à quoi. Donc, c'est vraiment le détail pour que par la suite, en quatrième étape de notre cycle, le développeur, l'équipe de développement puisse prendre les exigences et faire les applications. Après le développement, bien sûr, vient la validation. On exécute en mode agile. Donc, les éléments 4, 5, 6 en gris sont souvent itératifs. Donc, on développe, on valide, on envoie au client. Il y a, pardon, pas 4, 5, 6, 3, 4, 5. Le 6, c'est le déploiement. Donc, un mode itératif ou agile qui veut dire qu'on inclut le client dans la validation. On prend les commentaires, on fait les ajustements immédiatement. Et en faisant des boucles comme celle-là, on est certain qu'au déploiement, on va déployer un produit qui correspond aux besoins. Lors du déploiement, c'est un déploiement qui peut être grande échelle ou ciblé sur quelques utilisateurs. Nous pouvons intégrer l'application, si c'est une Power Apps, dans un Teams, comme étant une application Teams, et les clients y ont accès, ou dans un mobile, et là, on le déploie sur le mobile des gens. Et bien sûr, à la fin, lorsque le projet est déployé, nous restons en soutien. On peut toujours offrir ce service de soutien et d'amélioration de l'application. Parce que la première application n'est pas nécessairement la meilleure, parce qu'on y va au meilleur de notre compétence, connaissance. Et quand l'application commence à vivre, on voit les points d'amélioration. Et la beauté d'être en mode plus modulaire qu'en mode de code, c'est simple de faire des ajustements et de rapidement apporter une amélioration à notre idée. Donc, alors voilà notre cheminement pour faire un développement réussi avec la Power Platform. J'ai vu passer quelques questions, Cheyenne. C'est toujours sur Sourdine. Excuse-moi, oui, vous avez suscité beaucoup de questions, Vincent et Stéphane, donc on va les prendre une par une. On va essayer de répondre à toutes, mais par rapport au délai, je ne suis pas certaine qu'on pourra toutes les traiter. Donc, si jamais on n'a pas le temps de toutes les traiter, n'hésitez pas à nous contacter directement via le site web, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Pour la première question, on aura quelles sont les bonnes pratiques en ce qui concerne l'emplacement où doit s'exécuter l'application ou l'automatisme quand on développe un outil, il est dans notre compte, mais quand on doit passer en production ou le mettre, si le développeur part, nous ne voudrions pas que les outils arrêtent de fonctionner. Qui est-ce qui veut l'apprendre? Moi, c'est Stéphane.
C'est un classique. On travaille présentement sur ce qu'on va appeler la gouvernance de la Power Platform, justement pour éviter ce genre de problème. Ça nous est arrivé, oui, un développeur a développé, il l'a quitté. Donc, c'est certain qu'on va utiliser les groupes de sécurité pour qu'il y ait plus qu'un propriétaire de l'application. De cette façon, on est certain de ne pas que l'application soit bloquée. Sauf que les applications dépendent des comptes utilisateurs pour s'exécuter. C'est toujours important que les utilisateurs qui sont associés à l'application aient des comptes valides. Souvent, toute la Power Platform, excepté Power BI, va être disponible via un compte de la Business, donc Business Premium, Standard ou autre. Mais il faut que le compte ait une licence. Donc, ça ne peut pas être un compte admin sans licence si on veut que le compte fasse l'exécution. Là, Vincent, tu vas peut-être me corriger dans les détails que j'aurais peut-être été moins... que je me suis peut-être trompé, là, ou c'est correct? C'est correct. On recommande d'avoir un compte qui est là pour ça, puis on ne supprime pas ce compte-là en toute connaissance de cause. Tout à fait. On peut aussi nommer un compte. Nous, on a notre compte Power Platform qu'on va mettre un peu partout, qui va toujours être propriétaire de tout, à accès restreint, bien sûr, l'équipe TI. Et ça devient notre clé en cas de départ et de perte du concepteur. Super, merci Stéphane et Vincent pour la réponse. On a une autre question, ça serait qui devrait être le propriétaire des Power Automate, des Power Apps, des Power BI, etc. Est-ce que ça se transfère bien d'un employé à un autre? Exemple, retraite, maladie, congédiement. Mais encore référé vers la gouvernance. Toutes ces questions sont traitées par une bonne gouvernance de l'environnement Power. On a une gouvernance Power BI qui permet de tout traiter ces genres de cas de figure. Souvent, Power BI va nommer des propriétaires. Il y aura des règles à suivre. On veut qu'il y ait plus qu'un propriétaire par espace de travail. Et on a aussi une gouvernance au niveau de la Power Platform où les mêmes concepts s'appliquent. Ce n'est pas seulement des concepts de passation de pouvoir lorsqu'il y a des départs, mais aussi des concepts de qui peut bien accéder et développer. Parce que vérifiez tous là, dans vos environnements, puis probablement que tout le monde peut développer du Power Apps librement. Il n'y a pas de blocage là-dessus. Est-ce que c'est ce que l'on veut dans l'entreprise? Il faut se poser la question. Merci Stéphane. On a une autre question, c'est est-ce que Project pour le web est sous la famille de Power, la Power Platform? Non, Project pour le web n'est pas sous la famille de Power Platform. OK. On va prendre une autre question. Est-ce qu'on a besoin d'une licence supplémentaire pour bénéficier des services qu'on vient de présenter? Vincent, je vais te la laisser. Normalement, si on a une licence Microsoft 365, peu importe celle qu'on a, on va avoir un accès à la Power Platform. Ça va être un accès de base, si on veut, qui ne permet pas l'utilisation de tous les connecteurs, parce qu'évidemment, il y a des connecteurs premium qui, là, vont nécessiter une licence supplémentaire. Par exemple, le fameux connecteur HTTP, pour donner un exemple concret, ça, c'est un connecteur premium. Donc, si on veut se connecter avec un système tierce, ben là, on n'a pas le choix de se procurer une licence supplémentaire. Qui va être rapidement rentabilisé selon l'application qu'on va faire. Merci Vincent pour ta réponse. OK. Est-ce que tu veux compléter quelque chose, Stéphane, ou tout est bon? C'était parfait. Super. On a une autre question, c'est est-ce que Power Apps réside sur Maintenance ou ailleurs? Donc, dans notre conception, nous, le Power Apps, on peut le développer dans notre tenant de développement. Cependant, lorsqu'on le livre, il réside sur le tenant du client utilisateur. Donc, nous, on livre tout et on se retire et vous devenez autonome. Donc, il n'y a rien qui réside sur nos serveurs. C'est un autre avantage d'aller vers la Power Platform, c'est que vous demeurez maître de vos données. Si on va vers des applications tierces qu'on retrouve souvent dans le Microsoft Stores ou le SharePoint Stores, on ne sait pas qui a développé et souvent on utilise une application qui est hébergée sur un autre tenant, sans toutefois le savoir, ça devient quasi transparent. Donc la donnée
peut se trouver en sol étranger, pas nécessairement canadien. Et bien sûr, si on fait des parallèles avec la loi 25, ben, ça peut nous mettre à risque. Donc, dans notre concept, on vous livre tout sur votre tenant. Merci Stéphane. On a une autre question. Je pense que ça va être plutôt Vincent qui va pouvoir y répondre. Enfin, toi aussi Stéphane, mais il me semble que Vincent a présenté les exemples, donc il pourra le faire. Est-ce que c'est multiplateforme, mobile desktop, iOS, Android, etc.? Oui, c'est ça. Bon, on a vu des exemples qui visuellement étaient soit faits pour mobile ou pour desktop ou pour tablette. Mais si on va plus loin que ça, c'est aussi disponible directement à l'intérieur de Teams. Donc, si on veut avoir un accès ultra rapide sans avoir besoin d'aller sur le web ou dans une application quelconque, on peut installer l'application à même Teams. Et sinon, comment ça fonctionne pour l'installation sur Android ou iOS, c'est qu'on a l'application, encore une fois, c'est disponible à travers l'application Mobile Teams, ou sinon, on télécharge l'application Power Apps qui va nous permettre de se connecter à son compte M365 et à partir de là, accéder à nos applications auxquelles on a accès. Et donc, c'est multiplateforme à 100%. Super. Merci Vincent. On va prendre une dernière question qui est quand même vraiment d'actualité. C'est est-ce que Power Automate intègre des éléments de ChatGPT? Qu'est-ce qui veut l'apprendre? Je vais laisser Vincent qui a regardé ça dernièrement. Hop, ton micro est désactivé. Oui, pardon. Effectivement, il y a un connecteur de OpenAI qui me permet de se connecter avec ChatGPT pour ça se connecte autrement dit avec l'API de ChatGPT et puis l'API de GPT-4 quelque chose. Donc, ça nous prend éventuellement un compte OpenAI avec une licence chez eux, tout ça. Donc, quand on sort vers un service externe comme ça, là, la licence Microsoft, tout ça n'est pas suffisante. Il faut nécessairement avoir une licence chez les services tierces pour pouvoir l'utiliser. Dès qu'on a les accès de notre côté comme de l'autre, ben, c'est super facile de faire la connexion. Puis là, on peut aller chercher vraiment faire des actions qui sont vraiment intéressantes en intégrant l'intelligence artificielle, par exemple, directement dans nos opérations quotidiennes. Merci Vincent pour ta réponse. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Stéphane? Oui, ceci étant dit, on parle beaucoup de ChatGPT, mais il n'y a pas que ChatGPT. Donc, tout ce qui est intelligence artificielle, il y a d'autres modules qui existent. Il y a le AI Builder qui est intégré, qui coûte quand même de quoi, parce qu'il y a des licences que Microsoft y a appliquées, mais qui est intégré dans M365. Et d'autres aussi, comme je pense que c'est l'Open Vision que tu as. Azure Vision, pardon. Il va nous donner, c'est ça. Donc, il nous donne des aspects d'intelligence artificielle qu'on peut exploiter. Donc, l'intelligence artificielle, c'est très vaste. Quelquefois, selon le besoin, encore une fois, on peut identifier que il y a des modules qui existent chez Microsoft et d'autres fois, non. Ça devient des modules externes ou même ChatGPT qu'on doit aller chercher. Donc, selon ce qu'on veut faire comme intelligence artificielle, on a différentes options. Merci Stéphane. On va prendre une dernière question. Ça serait, peut-on enchaîner, faire interagir les automatisations entre elles et à quel degré? Lequel de vous deux veut prendre la réponse? Juste pour clarifier la question, c'est qu'un Power Automate déclenche un autre Power Automate? Je pense que c'est non ça, parce que la question a été posée dans les derniers temps, donc ça doit être sur Power Automate. OK. Je laisse oui, c'est ça. Ben, juste pour être sûr de couvrir tous les angles que cette question-là peut être approchée, là. Dans un seul Power Automate, on peut mettre multiples actions. Donc, si c'est des choses qui ne nécessitent pas un second déclencheur, on peut toutes les faire à l'intérieur d'un seul et même Power Automate. Par contre, à un moment donné, on va se buter à une certaine limite du nombre d'actions qui est possible d'avoir dans un seul Power Automate. Et Microsoft a pensé à ça. Ils ont intégré le principe de flux Power Automate enfant. Donc, un Power Automate par an peut en déclencher d'autres à l'intérieur de lui-même.
pour passer à côté de cette limite-là d'action par flux. Donc, si c'est cet angle-là avec cet angle-là que la question a été posée, c'est ça la réponse. Sinon, si c'est des choses où est-ce que il y a différents déclencheurs qui pourraient être dans une espèce de processus à plusieurs étapes et il y a des actions humaines qui doivent être faites entre-temps, ben là, ça va être plutôt différents Power Automate qui vont prendre à chacun leur tour les différentes étapes du processus. Là. Merci, Vincent. C'est ça, il n'y a pas de limite au nombre de Power Automate qu'on peut avoir dans un processus, là, disons. J'espère que ça répond à la question. Oui, je pense que tu as répondu à la question. Il y a Gabriel qui avait posé la question, qui a répondu que c'était bon, j'ai compris. Ouais. Ben merci en tout cas à tous les deux. Le temps file, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à toi, Vincent, de t'être prêté au jeu pour le webinaire et puis aussi à toi, Stéphane, de nous avoir partagé ton expertise. Puis à tout le monde de nous avoir suivis. Puis on vous souhaite une très belle fin de semaine. Merci à tous.